Bonjour à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité. L'invité de ce matin est Gérard Benochi. Il est député à l'Assemblée nationale élu de la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplaroué, de Diakotomé et de Koulekamé. Il est président de la commission des finances et des échanges, membre du bureau politique et responsable de la cellule formation du parti politique Union progressiste. Gérard Benochi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda. C'est un plaisir pour moi. Avec notre invité, nous parlerons de la délibération de la Commission électorale nationale autonome Sénat après étude et examen des déclarations de candidature à la présidentielle de 2021. La récente sortie médiatique du Parti Les Démocrates vendredi dernier animée par Rekia Madougou en réponse à la sortie du groupe parlementaire UP. Nous parlerons de la gestion des parrainages des élus UP. Nous parlerons également en fin d'émission de l'intérêt de la candidature de Patrice Talon. Pourquoi doit-il faire un second mandat? Alors Gérard Benochi, dites-nous d'entre deux jeux, vous avez suivi comme tout citoyen béninois et également comme acteur politique cette délibération de la Commission électorale nationale autonome qui consacre que 3 duos doivent participer au scrutin présidentiel prochain. En attendant la Cour constitutionnelle, dites-nous quelles sont vos appréciations de cette délibération. Oui, merci beaucoup. Je pense que tout le peuple béninois était tenu en haleine, suspendu aux lèvres de la Sénat, qui est l'organe en charge des élections qui est habilité à délibérer sur les dossiers de candidature, puis sortir une liste provisoire de candidats arrêtés avant donc de transmettre cette liste à la Cour constitutionnelle, qui est l'organe qui, in fine, valide les candidatures pour qu'on sache qui sont ceux qui doivent compétir. Oui, j'ai suivi la délibération de la Sénat lue par son président, Emmanuel Tiando. Ce que je puis dire, c'est que je n'ai pas grand-chose à dire parce que la Sénat fait un travail. La loi a donné à la Sénat le pouvoir de pouvoir étudier les dossiers qui lui sont transmis. Donc la Sénat étudie et puis au regard donc des conditions imposées par le code électoral, observe et puis voir si les dossiers qui lui sont transmis respectent donc cette prescription-là. Et puis, vous savez que la Sénat déjà a mis à la disposition donc, de tous les candidats potentiels la liste des pièces à fournir, le contenu du dossier. Donc, le jour du dépôt, la Sénat observe d'abord la complétude des dossiers. Lorsque elle fait cela, elle vous délivre un récépissé provisoire. Suite à cela, on sait que selon le règlement intérieur de la Sénat fait maintenant une étude approfondie de tout le dossier. C'est après cela qu'elle sort la liste provisoire. C'est ce qui a été fait à l'arrivée. 3 duos de candidats validés par la Sénat sur une vingtaine. Je pense que la Sénat fait un travail sérieux et on n'a pas à opiner là-dessus. La course continue pour ceux qui sont retenus. Et le dernier mot revient à la Cour constitutionnelle. La Sénat fait un travail sérieux selon vous, mais est-ce qu'en tant qu'observateur de la vie politique, est-ce que vous attendiez à de tels résultats, à la publication d'une liste provisoire conçue de cette façon, au regard des éléments d'appréciation que vous avez à votre Vous parlez du nombre? Oui, est-ce que le duo Talata a été attendu selon vous? Est-ce que le duo dans lequel Irina Gossa a été attendu selon vous? Est-ce que le duo Ronkpe Jimba a été attendu? Je n'étais pas dans le secret des dieux pour savoir, mais au moins je puis dire pour moi, mon candidat, vous savez bien, c'est Patrice Talon avec sa colistière Talata. Pour ça au moins, je sais que un dossier solide a été constitué avec minutie, pour qui connaît le chef de l'État pour sa rigueur dans la confession des dossiers, dans le travail bien fait. J'étais de la délégation qui était donc allée à la Sénat au nom du chef de l'État, au nom de notre duo candidat, déposer notre dossier. Alors, je n'avais nul doute que ce dossier soit validé, mais pour les autres, je n'en savais rien. Je n'en savais rien parce que vous savez qu'il y a des conditions qui sont posées et je ne suis pas de leur chapelle pour savoir comment ils ont confectionné leur dossier. Donc, je ne peux pas dire que je suis surpris, pas du tout. Si des dossiers ont pu être retenus, c'est que les gens ont fait du travail sérieux.
ont fait du bon boulot, ils ont confectionné un bon boulot. Au total, 17 dossiers ont été rejetés pour des raisons liées à l'inconséquence notoire des candidats recalés. Entre autres, on parle de défaut de colistier, on parle de parrainage pour certains et défaut de quitus fiscal et non-paiement de la caution. Est-ce que, à un moment donné, pour vous qui avez quand même contribué aux différentes réformes qui ont été opérées, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une faille? Puisque si oui, effectivement, on se présente à la Sénat, vous savez, encore... les gens nous avaient posé la question de savoir, à la fin du dépôt des dossiers, une vingtaine de dossiers reçus. Est-ce que ce n'est pas un échec de la réforme du système partisan? Sur ce point, moi, j'avais répondu que je ne pense pas que ce soit donc un échec. Il est vrai que de façon théorique, si on tient compte du nombre de parrainages virtuels que nous avons, tout le monde savait qu'on s'attendait à au moins 10 candidatures, parce qu'il faut que les gens aient au moins 16 parrains sur les 159, 160, divisé par 16, ça fait au moins une dizaine. Mais on est allé jusqu'à 20. Je pense que j'ai dit que nous sommes au début de la réforme, de l'expérimentation de la réforme. Et puis, nous ne pouvons pas estimer ou bien penser que de go, toutes les ambitions donc, vont se taire. Non, les gens continueront de nourrir des ambitions, mais c'est de par l'expérimentation du processus, avec la rigueur que nous connaissons à la Sénat, à la Cour constitutionnelle, quand les gens verraient que on n'est pas là pour s'amuser, je pense que les prochaines fois, donc, ils pourront donc aviser, mais il y a des gens qui vont toujours vouloir venir animer la galerie, parce que notre code, malheureusement, n'a pas prévu que sur le nombre de pièces requises, les conditions requises, si il en manque une seule, que la Sénat ne reçoit pas le dossier. Donc nous avons vu des candidats venir rien qu'avec leur acte de naissance pour dire qu'ils sont venus déposer leur candidature. Donc c'est à ce niveau, certains et justement, à ce titre, avant d'évoluer dans cette émission, on a lu sur la toile certains compatriotes qui ont demandé pourquoi le législateur n'institue pas comme facteur important déterminant avant de pénétrer l'intérieur de la Sénat qu'il faut payer la caution de 50 millions. Oui, je pense que c'est une option, mais ce n'est pas l'option qui a été prise lors de la rédaction du code. On s'en tient à ce qui est écrit. On sera en train de l'expérimenter. Si un jour ça cause des dégâts et que les acteurs politiques estiment qu'il faille revenir là-dessus, je pense que c'est possible de revenir là-dessus. Mais pour l'heure, on l'expérimente ainsi. Je pense que ça, moi, ça ne me gêne pas particulièrement. On peut avoir 100 dossiers, mais ce qui compte, c'est à l'arrivée, combien de dossiers sont retenus. Et là, il y a eu 20. Mais à l'arrivée, il n'y a que 3. Donc les gens peuvent continuer de s'amuser. On peut avoir 100 dossiers, mais à l'arrivée, qu'on constate qu'il y a peu de candidats. Et l'objectif des réformes, c'est que nous ne participions, nous n'arrivions plus, nous n'ayons plus des plaisantins. Bon, les plaisantins, à la phase du dépôt des dossiers, je pense qu'on en aura toujours, mais il faut que, après étude, qu'on voit qu'il n'y a pas assez de candidatures. Vous voyez que rien que par rapport à l'ancien système que nous avons vécu jusque-là, en 2016, la Sénat avait validé 33 candidatures sur les 43 qui lui ont été donc soumises. Oui. Mais cette année, sur 20, on en est arrivé à 3. Ça veut dire déjà que les réformes sont en train de porter leurs fruits. Et moi, je m'en réjouis. Moi, particulièrement, je m'en réjouis. Vous vous en réjouissez parce que les réformes portent leurs fruits. Mais au regard des 3 du jour qui sont présentés aujourd'hui, est-ce que vous, Gérard Benonchi, en tant que citoyen béninois, vêtu d'une neutralité politique, est-ce que vous pouvez nous dire que vous êtes heureux de la composition de ce duo? Est-ce qu'il y a la mouvance selon vous? Est-ce que l'opposition y est? Est-ce que la fête de la démocratie qu'a promise le président Patrice Talon pourra avoir lieu avec ces duos? Ce que moi j'observe là, moi je pense que rien qu'avec cette configuration de 3 duos présents, si vous voyez le duo Patrice Talon-Talata, c'est un duo porté par 5 partis politiques, investi par 2 partis politiques, l'UP et le BR, soutenu par 3 autres, le Mouel Bénin, l'UDBN et le PRD. Ça fait 5 partis politiques. Et ces 5 partis politiques, pas des moindres, sur l'échiquier politique national. Alors, ça, c'est la mouvance. Les autres, mais ça, c'est l'opposition. Vous savez que les FCBE,
c'est le parti de l'ancien président Yahi Bouni. Mais qu'avez-vous à répondre lorsque lui-même il a démissionné de cette formation politique et que les gens estiment que FCBE a été manipulé par la mouvance? Non, le FCBE n'a nullement été manipulé par la mouvance parce que c'est Yahi Bouni lui-même qui était dans une logique, une posture qui a commencé depuis 2019 où il n'a pas voulu que son parti politique aille aux législatives. Vous vous rappelez que lorsque le consensus avait été trouvé pour que on révise les tests, on touche aux tests pour permettre à l'opposition d'alors représentée par FCBE d'aller à l'élection présidentielle, et que Yahi Bouni a instruit les représentants donc de l'opposition, à savoir l'honorable Éric Mouneté et Garba Yaya, de renier leur signature. Donc cela a continué, il est resté dans la même posture, il n'a pas voulu qu'ils aillent aux élections municipales malgré le dialogue politique où nous avons été d'accord de tout faire pour les aider à aller à l'élection présidentielle pour leur permettre d'avoir au moins le nombre de parrainages requis pour pouvoir parrainer un duo à eux seuls. Vous avez vu que c'est en plein processus électoral que le président Yahi Bouni a démissionné de son parti et a instruit ses partisans qui lui étaient fidèles de boycotter les élections. Ça veut dire que le personnage n'a jamais voulu d'élection au Bénin, que ce soit législative, que ce soit communale ou même les présidentielles. Vous voyez ce qui s'observe au sein de son parti, son nouveau parti, les démocrates, c'est la même posture. On ne veut pas d'élection. Sinon, comment comprendre que... Justement, avant de venir au parti politique Les Démocrates, en parlant de Bouni Yahi, il a effectué une déclaration à travers sa page Facebook cette semaine, laquelle déclaration s'est prononcée sur l'organisation du scrutin présidentiel à venir. Et il y a quelque chose qui, quand même, a fait couler beaucoup d'encre de salive et continue quand même de faire d'animer la toile, c'est que l'ancien président Thomas Bouni Yahi dit que Patrice Talon, son mandat finit le 5 avril prochain. Oui, ce débat-là, je pense que c'est une polémique inutile. Vous savez que la Constitution de 1990 qui a été révisée en novembre dernier, en novembre 2020, 2019, j'allais dire, cette révision fait corps avec l'ancienne Constitution et il y a une disposition qui dit clairement... Donc c'est toujours la Constitution de 90 qui est en vigueur jusqu'à a été révisée. Donc on a une seule Constitution, on n'en a pas deux. Donc cette Constitution dit clairement dans une de ces dispositions, je pense que ce n'est pas l'article 157 ou 153, que les dispositions nouvelles de cette loi donc s'appliquent aux élections présidentielles de 2021. Et dans son article 153, in fine, dit que le chef de l'État en exercice actuel reste en fonction jusqu'à l'investiture donc, du nouveau chef d'État qui sera élu à l'issue des élections présidentielles de 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a nullement de vide juridique. La période de vacances, de transition, je peux dire, est couverte à partir de 5 avril à minuit. Nous savons que le premier mandat finit, en principe, le mandat du Patrice Talon finit, mais la Constitution dit il reste en place, il continue jusqu'à passer la main au président qui sera élu le 6 avril. Et le 6 avril dont on parle, nous serions déjà en campagne depuis le 26 mars. Et le 6 avril, nous serions donc à 5 jours des élections, à 3 jours de la fin de la campagne et à 5 jours des élections. Alors, pour ceux qui sont en campagne et qui ne leur resterait que 5 jours pour aller battre Patrice Talon dans les urnes, est-ce que c'est à 5 jours des élections qu'ils vont dire que le mandat de Patrice Talon finit? Non, Patrice Talon ne dégagera pas le 6 avril parce que la Constitution donc, constitutionnellement, actuelle, Patrice Talon est président de la République du Bénin. Il est président de la République du 6 avril jusqu'au 23 mai, où il passera la main au nouveau chef d'État qui sera élu le 11 avril, ou en cas de second tour, 2 semaines après. Donc, il passera le service le 23 mai. Il est constitutionnellement habilité à rester en place. Et la Constitution, notre Constitution, tous les juristes qui parlent, lorsqu'on vote un test, qu'il soit bon pour vous ou pas,
une fois que les mécanismes de sa prise, de son vote ont été respectés, une fois que ce texte a passé tous les filtres jusqu'à aller à la promulgation, il devient exécutoire, s'impose à vous, qui que vous soyez. Vous pouvez être expert, juriste constitutionnel, quoi je ne sais, mais si le texte est voté, promulgué, il s'impose à vous et vous devez vous y soumettre. Tout le peuple béninois se soumet à cette condition révisée et la puissance publique apporte sa force, sa caution. La force publique est à la disposition de cette loi pour donc son application. Et je pense que tous ceux qui tenteraient donc autre chose se mettraient au travers donc de cette loi et subiront absolument les rigueurs de cette loi. Les rigueurs de cette loi. Alors, nous parlons de cette disposition qui fait objet de polémiques et même de controverses, le parrainage. Il y a eu des sorties médiatiques au sujet et bien d'autres. Mais avant cela, en tant que membre du bureau politique de l'Union progressiste, en tant que membre du groupe parlementaire UP, dites-nous comment se sont déroulées l'attribution des parrainages, pour ne pas de la gestion des parrainages au sein de votre formation politique. Merci beaucoup. Puisqu'on a entendu par exemple la candidate Rekia Madougou qui a fait une sortie pour dire qu'il y a eu des élus qui ont dit que ce sont les partis politiques qui ont recensé auprès de leurs élus les formulaires de parrainage. Est-ce qu'au niveau de l'UP, est-ce qu'on a recensé les formulaires de parrainage ou comment ça s'est déroulé concrètement? Dites-nous. Vous savez que la loi dit que le parrainage individuel, uninominal, et la Sénat l'a affirmé, vous avez dû voir tous les parrains potentiels aller à la Sénat retirer leur formulaire nominal et son usage, l'usage qu'ils en ont fait, chacun en a fait l'usage qu'il a voulu. Il est vrai que nous sommes d'un parti politique. Chaque parrain potentiel est d'un parti politique. On ne peut pas dire que le parrain va faire usage de son formulaire de parrainage sans informer son parti politique, sans que son parti politique... Mais est-ce qu'en informant le parti politique, est-ce que ça ne paie pas le sceau de confidentialité, le sceau d'individualité? En quoi cela obère ou bien influence ou bien déteint sur le sceau de confidentialité? Non. Est-ce que les parrains sont sortis ex nihilo? Pas du tout. Ils sont d'un parti politique. Et les partis politiques, les parrains, un parrain sérieux, hein, si je suis d'un parti politique sérieux, ben si ce n'est pas fait ainsi, ça veut dire que tous les parrains potentiels pourraient aller parrainer un seul candidat et tous les autres n'auront pas de parrainage. Ou ils peuvent éparpiller les parrainages, attribuer à qui ils veulent, et au finish, aucun des candidats n'aura le nombre requis pour pouvoir compétir. Non, nous parlons entre nous. Les parrains se parlent entre eux pour tout faire pour que nous tous, nous n'allions pas nous agglutiner derrière un candidat. Mais c'est ce qui a été remarqué, parce qu'on dit que Patrice Talon a obtenu 118 parrains pendant que... Mais à l'arrivée, vous avez constaté qu'il n'est pas le seul candidat. Ça veut dire que tout le monde ne lui a pas donné le parrainage. Moi qui suis ici, je ne lui ai pas donné mon parrainage. Pourtant, il est mon candidat. Moi, j'ai donné mon candidat à un parti de l'opposition. Et pourtant, donc, Patrice Talon est mon candidat. Le duo Patrice Talon-Talata est mon candidat. Et c'est pour ce duo que je me battrai, que je ferai campagne. Donc, ça veut dire que, quelque part, les parrains ont l'obligation de se concerter. S'ils sont d'un même parti politique, ils doivent parler entre eux. Vous avez vu, nous avons fait une sortie de notre groupe parlementaire. Un groupe parlementaire ne peut pas laisser ces députés qui sont les parrains potentiels aller dans toutes les directions. Ça veut dire que le groupe n'est pas dirigé. Donc, il y a forcément des concertations pour que l'objectif puisse être atteint. L'objectif, c'est que l'élection soit inclusive. L'objectif, c'est que l'élection soit inclusive et avec ces trois dieux, je peux te démontrer. Je peux vous démontrer que c'est inclusif. J'ai dit, que le duo Patrice Talon-Talata, c'est la mouvance. Les deux autres dieux, c'est l'opposition. Quand vous prenez aujourd'hui les grands partis... Quand vous prenez aujourd'hui les grands partis, quand je vous demande de faire le point des grands partis politiques au Bénin aujourd'hui, vous allez citer quoi? L'UP, vous allez citer le BR, vous allez citer le PRD, Mouel Bénin, et vous allez citer FCBE forcément.
Et vous allez citer, bon, les démocrates, encore qu'ils ne sont pas encore allés à une compétition pour qu'on connaisse leur poids. Moi, je continue de dire qu'ils ne pèsent pas ce poids plume. Quand ils iront aux élections, une fois, vous allez voir ce qu'ils pèsent. Le PRD, au moins, a fait 5%. L'UDBN, 2,5%. Ça, on connaît. Mais les démocrates, on ne connaît pas encore. Les gens sont là, bon, c'est un ramassis d'anciens politiques que moi, je pense, bon, parce qu'il y a le président Yahi Boni parmi eux, qu'on donne trop de poids aux démocrates, mais ils ne sont pas encore allés à une élection pour qu'on mesure leur poids. Donc quand vous prenez tous ces partis politiques et je vais vous faire cet exercice. Vous voyez l'UP, qui est le plus grand parti aujourd'hui au Bénin, le BR, le second plus grand, le PRD, dont on connaît le suffrage, 5%, et l'UDBN qui est allé aux élections, 2,5%, et Mouer Bénin qui n'a pas pu. Tous ces partis disent, nous soutenons le duo Patrice Talon. Ça veut dire, ça c'est la mouvance. Ça c'est les gros, ça. Si je vais en dénombrer encore, il en reste qui? Il en reste FCBE, puis les démocrates, que j'accepte. Mais ces deux partis sont représentés. FCBE a son duo, qui est de l'opposition. Les démocrates ont leur duo, qui est de l'opposition. Ils peuvent dire que ce n'est pas leur duo magique. Hein, mais n'empêche, celui qui est retenu, pas fabriqué, nous on n'a pas fabriqué du duo. Je vous ai dit que le parrainage, on a dit, est quérable et non portable. Ça veut dire que c'est vous, le parrain, celui qui a besoin du parrainage, qui va vers le parrain potentiel pour le solliciter, pour solliciter son parrainage. Ce n'est pas au parrain potentiel de se promener pour dire est-ce que vous voulez le parrainage, j'en ai à vendre, est-ce que vous en avez? C'est pas ça. Il faut faire la démarche. Mais quand les autres n'ont pas fait la démarche, je vous ai dit, nous on a fait la démarche pour dire à la dernière minute, mais on ne les entend pas. Tous les autres partis politiques nous ont écrit. Tous nous ont écrit pour solliciter le parrainage. Et qui vous a les FCB ont écrit, saisi l'Union progressiste. Et l'Union progressiste leur a répondu. Il a dit, allez contacter mes parrains potentiels, que sont mes députés, que sont mes maires. Ils les ont contactés et à l'arrivée, vous avez vu qu'ils ont le nombre de parrainages requis pour compétir. Donc ceux qui sont en train de déclarer qu'ils n'ont pas besoin de parrainage de façon officielle, vous avez vu, le président du parti, les démocrates, dit nous n'avons pas besoin de parrainage. C'est pour cela qu'ils n'ont pas fait la démarche. Mais il y en a parmi eux qui ont fait la démarche. Kowi Corentin, il est du bureau politique des démocrates. Si vous allez au ministère de l'Intérieur, vous prenez le dossier, il est membre du bureau politique. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un comme ça. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Donc, Irénée Agossa, vous avez vu son atterrissage au sein des démocrates, il a été reçu en grande pompe. S'il ne le croyait pas, il ne l'aurait pas reçu ainsi. S'il ne pesait pas quelque chose pour eux, il ne l'aurait pas reçu ainsi. Donc, ce duo a fait la démarche. Et quand ce duo a fait la démarche, il a été parrainé. Donc, quand vous êtes d'un parti politique, parce que l'idéal ou bien l'objectif que nous avons recherché, c'est qu'on parraine les candidats qui sont au moins portés par un parti politique. On ne dit pas forcément que vous soyez membre d'un parti politique, issu d'un parti politique, mais au moins que vous soyez soutenu, comme Patrice Talon a été investi par l'UP et le BR, mais aussi soutenu par 3 autres formations politiques. Si vous êtes un candidat et que votre candidature est sérieuse, des partis politiques qui sont légalement établis aujourd'hui sur la liste du ministère de l'Intérieur, 13, 14 aujourd'hui, vous pouvez au moins en négocier le soutien de au moins un seul. Et si vous avez un parti politique derrière vous, ça veut dire votre candidature est sérieuse et nous vous parrainons. C'était ça la logique, la démarche. Et à l'arrivée, je pense que c'est les grands partis politiques au Bénin aujourd'hui qui sont présents pour cette élection. Ça veut dire 5 gros partis politiques ensemble dans la mouvance derrière le duo Patrice Talon-Talata. Les 2 autres qui restent, c'est FCBE et puis c'est les démocrates. Et ces 2 partis sont présents. Ça veut dire l'élection. Mais malgré les sanctions prises à l'endroit des membres, à savoir Kowi Corentin et Irénée Agossa. Est-ce que cette sanction concerne la Sénat? Non, la Sénat, ça c'est une affaire de la justice. Donc on dit suspendu. Ça ne veut même pas dire exclu. Ils demeurent membres. Ça veut dire si vous êtes suspendu, c'est une mesure disciplinaire, la suspension peut être levée. Ils ne sont pas encore exclus, donc ils demeurent membres des démocrates. Kowi Corentin demeure
membre du bureau politique des démocrates. Donc, les grands partis politiques sont présents dans cette compétition. Donc moi je dis que cette compétition est plurielle, cette compétition est inclusive, cette compétition permettra que la fête autour de cette présidentielle ait lieu. Donc cette élection présidentielle de 2021 du 11 avril est totalement inclusive et nous voyons tous les grands partis politiques au Bénin aujourd'hui présente à travers ces 3 duos. Alors, lors de la sortie médiatique du groupe parlementaire UP, vous avez effectué quand même ce que j'allais dire, vous avez effectué des propos, vous avez tenu des propos, et dans ces propos, vous avez dit que vous avez appelé vous-même le président Eric Rouleté, et en réponse à cela, le vendredi dernier, Ricky Amadougou a animé une conférence de presse au nom du Parti politique Les Démocrates et a dit que vous avez voulu parrainer Eric Rouleté, visant quand même un peu à vouloir fragiliser un peu la cohésion au sein du parti politique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous avez suivi d'abord cette conférence de presse, cette sortie médiatique de Ricky Amadougou? J'ai suivi l'élément hier nuit. Et je viens de le suivre encore en venant vers vous. Je vais réaffirmer d'abord ce que j'avais dit. J'avais dit que le dernier jour, le jour de la clôture du dépôt des dossiers, nous avions souhaité avoir les démocrates présents dans cette élection quand on discutait entre nous, et ils ne sont pas venus jusqu'à vers 17h. J'ai dit, les patrons du groupe parlementaire, de mon groupe parlementaire, on a discuté, ils ont dit, il faut que quelqu'un l'appelle. Il est vrai que l'honorable, le président Wavoy Blanc l'avait déjà appelé, mais ils ont dit, comme ils n'ont pas fait la démarche jusque-là, il faut que quelqu'un les appelle pour qu'ils viennent chercher le parrainage et aller déposer les dossiers. Nous voulons qu'ils soient présents. Ils ont dit, qui peut l'appeler? Ils ont dit, honorable Benochi, est l'ami de Eric, son frère presque. Si au moins lui l'appelle, il sera convaincu que ce n'est pas de la farce. Si lui l'appelle, il saura que c'est du sérieux, que Gérard ne peut pas le tromper. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, Gérard l'appelle. Et c'est ce jour-là, c'est le 4, vers 17h que j'ai appelé mon frère, mon président Eric, dit président, jusque-là, on ne vous voit pas pour le parrainage. Et il m'a répondu ceci, parrainage, nous n'en avons pas besoin. Oh, toi aussi, nous n'avons pas besoin de parrainage et les élections auront lieu sans parrainage. J'ai dit, ah bon, il m'a dit oui. Bon, quand j'ai dit ça aux collègues, ils ont dit, ils étaient abattus parce qu'on aurait voulu que quand même les démocrates soient présents. C'est à partir de cet instant que les gens disent, bon, si c'est ça, si d'autres duos des démocrates nous contactent, bon, qu'on leur donne le parrainage. C'est à partir de cet instant-là. Sinon, jusque-là, il n'y avait pas de parrainage donné à un duo des démocrates. C'est après 17h que la décision a été prise donc d'en donner parce que, comme le patron des démocrates, qui a la parole des démocrates, dit qu'ils n'ont pas besoin de parrainer, qu'ils ne veulent pas faire la démarche et que d'autres duos sont en train de faire la démarche. Donc, donnons-leur la démarche. Et le président Eric Rouleté a été constant dans ce qu'il m'a dit quand il a accompagné Ricky Amadougou, leur candidat magique, leur duo. Pourquoi on parle de candidat magique? Leur duo déposé leur dossier à la Sénat. Quand il s'est prêté à la presse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répété ce j'ai dit, qu'il m'a dit. Il a dit qu'ils n'ont pas besoin de parrainage. Et vous avez dû entendre aussi sur d'autres ondes, sur Radio Frisson, pas des moindres de leurs membres, Azatassou, dire que nous avons instruit nos candidats, notre duo, à aller déposer son dossier sans parrainage. Parce que nous voulons montrer à la face du monde que nous sommes prêts pour partir, mais que sont les réformes qui nous ont exclus. Donc jusque-là, je suis en phase avec mes affirmations et le président Eric Rouleté ne m'a pas démenti et il a affirmé ça devant la presse. Ça veut dire qu'on n'a pas fait un jeu flou. Maintenant, quand suite à cela, j'entends ce que leur titulaire du duo dit que j'aurais tenté donc de débaucher Eric. Ça veut dire elle vend moins cher le président Eric. S'il faut débaucher le président Eric, ce n'est pas moi qui tenterai de le débaucher. Non, il est plus grand que ça. S'il faut débaucher Eric, ce ne serait pas moi. Ce seraient des voix plus autorisées qui vont tenter cela. Et Eric n'est pas quelqu'un à débaucher. Si elle connaissait la valeur
les valeurs qu'incarne Eric. Eric, c'est un homme de conviction. Quand il est convaincu de quelque chose, c'est difficile de l'en détourner. Et je sais cela. Donc personne ne tenterait de déboucher Eric. Bien au contraire, nous on l'encourage. Dans cette posture, il a pu devenir président des démocrates et nous on est très heureux pour lui. Donc on ne va jamais tenter de les débaucher. Vous êtes heureux malgré que vous ne partagez pas la même vision politique? Mais oui, nous avons besoin de l'opposition. J'ai dit que nous avons besoin de puissants partis politiques de l'opposition pour que notre démocratie soit une démocratie festive. Donc dire ce que leur candidat a dit là, c'est vendre moins cher, Eric. Et dire aussi que lors de leur tractation pour investir leur duo, que j'aurais, moi, Gérard Benoît, j'aurais tiré Eric de côté, c'est dire que donc j'étais dans leur tractation, j'étais à leur réunion. Est-ce que j'étais à leur réunion? Moi, je n'avais jamais contacté le président Eric avant le 4 là, par rapport à l'élection présidentielle. Jamais. Et je mets au défi quiconque de pouvoir prouver le contraire. Je ne l'avais jamais contacté avant cette date-là au sujet des élections. Non, jamais. Si je l'ai appelé une fois, c'est pour le saluer. Mais jamais on a abordé le problème des élections, la question des élections. Par rapport aux élections, c'est seulement le 4 là, et vers 17h que je l'ai appelé au téléphone. Et on peut retracer cela à travers MTN. On peut aller faire... on peut chercher à avoir l'enregistrement. Enfin, on voit l'enregistrement pour voir ce qu'on s'est dit. On n'est pas allé au-delà de ça. Donc j'ai dit exact, j'ai rapporté ce qu'on s'est dit. Et le président Eric est constant dans cela et continue de le dire. Ce que je vais conseiller à leur candidate qui fait cette déclaration, c'est qu'elle essaye d'harmoniser, de se mettre au diapason d'abord avec le président du parti. Il sent qu'il y a une voix dissonante. Il y a une dualité. Il y a une dualité. Il y a un qui a la voix officielle qui dit nous n'avons pas besoin de parrainage. Et même si on nous en donnait, nous ne le recevions pas. Mais la candidate dit qu'elle a démarché des gens pour le parrainage. Et je vous ai dit tout à l'heure que tous ceux qui nous ont sollicité le parrainage nous ont écrit. On a les preuves écrites. Est-ce qu'elle peut montrer son écrit? Elle parle d'écrit et de ces échanges avec certains élus, députés et maires qui... on l'autorise à rendre ça public. On l'autorise à rendre les captures d'écran qu'elle a là. On l'autorise à les rendre publics. On est serein. On l'autorise à les rendre publics. Vous l'autorisez à rendre public? On l'autorise à rendre public ces captures-là. On l'autorise. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en votre sein, effectivement, comme l'a dit Ricky Amadougou, est-ce qu'il n'y a pas des acteurs politiques qui font objet, qui font preuve d'hypocrisie? J'ai dit, quand nous on a fait le point, en tout cas nous on a eu fait le point, on a circularisé tous nos camarades pour leur dire, dites-nous qui sont ceux qui vous ont approché et dites-nous qui vous avez approché. De tout ça là, on avait dit, aucun n'a parlé des démocrates. Et l'honorable Orden, le président Orden, a fait une exception pour dire qu'il n'y a que Mama, le député Mama, qui a dit que il aurait contacté Ricky Amadougou. Il n'y a que cette exception-là que l'honorable Orden Aladati a soulevée. En dehors de cette exception, nous n'avons reçu de nos collègues, de nos camarades, aucune déclaration allant dans le sens de ce que un duo quelconque des démocrates les ait contactés avant cette date-là. Donc voilà ce que nous avons dit et nous restons cohérents avec nous-mêmes jusque-là. Et quand j'entends donc tout ce qui se dit, bon, je n'ai pas l'habitude donc, de répondre aux femmes dans des formes non obligées, bon, je m'en tiens à cela, mais je vous ai réaffirmé ce que je viens de dire là et on peut vérifier ça sur toute la ligne, on verrait que c'est conforme aux déclarations initiales, primaires que nous avions eu à faire et on ne changera pas de version. C'est cela qui est la vérité. Alors maintenant, quel est votre regard sur le fait que l'on décide de concevoir les duos et de ne pas aller quérir le parrainage? C'est là la confusion dans notre tête. C'est incompréhensible pour nous. C'est inconcevable pour nous. C'est inimaginable. Mais je ne suis pas dans leur tête pour savoir dans quelle logique ils sont, parce que quand je cause avec beaucoup, mais les gens sont stupéfaits de ce que, comment peut-on être en train de renier une loi
pour dire que cette loi est une mauvaise loi. Et que, à l'arrivée, qu'on accepte de se conformer à cette loi sur certains pans de cette loi et qu'on refuse de se conformer à certains pans de la même loi. La loi est complexe, unique et s'applique de façon universelle. Donc on n'applique pas la loi de façon parcellaire, mais elle s'applique intégralement. Donc j'ai vu les gens ironiser pour dire mais comment est-ce qu'on peut être en train de renier une loi et aller se conformer, aller déposer les dossiers avec duo. Le duo là est conçu selon quelle loi? La loi, le 90 qu'ils évoquent, qui est la même loi, mais qu'ils évoquent que selon eux, ils ont deux lois. Mais j'ai dit qu'on n'a qu'une seule loi, une seule constitution. Quelle loi a institué le duo? Ça là, ils l'ont fait. Ça veut dire qu'ils se sont conformés à la loi. Quelle loi a institué la caution de 50 millions? Mais ils ont payé la caution, selon la nouvelle, la caution révisée. Mais par rapport au parrainage, ils disent, nous n'avons pas besoin de parrainage. Alors, sachant pertinemment que lorsque le parrainage, qui est une pièce maîtresse du dossier donc, de candidature, manque à un dossier, la Sénat va invalider donc, ce dossier-là. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai dit que des gens... il y avait des plaisantins parmi eux, on savait que leur dossier sera rejeté, mais au moins que ceux qui sont des partis politiques sérieux, qu'ils acceptent de se conformer entièrement à la loi. Moi je serais à leur place et j'irais quérir le parrainage et participer à cette compétition-là pour évincer Patrice Talon du pouvoir tel qu'il affirme qu'ils ont le peuple avec eux. Et je suis à quelques jours de l'exploit pour pouvoir évincer Patrice Talon légalement par les urnes. Et pourquoi je vais faire tout cela et refuser le parrainage? Ça gêne qui? Alors, pour une question qui va paraître peut-être étrange, mais pourquoi, lorsque vous avez appelé à 17h le 4 avril le président Irunité, pourquoi vous n'avez pas appelé Joël Frédéric Aïvo, qui est également candidat, qui se réclame aussi de l'opposition? Je vous ai dit que nous, l'esprit des réformes, c'est de remettre les partis politiques en selle. Mais il y avait Dynamique Unitaire pour le développement de Valentin Didi-Roudé qui disait soutenir Joël Aïvo. Non, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai pas vu un protocole d'accord dans ce sens. On en parle d'un front. On en parlait d'un front. Encore que nous ne connaissons pas un front. Nous ne sommes pas dans la logique des fronts. Donc, ce que nous connaissons, c'est les partis politiques. Ok, il peut y avoir plusieurs partis politiques qui soutiennent. Mais nous avons donné priorité aux partis politiques les plus sérieux qui présentent ou qui soutiennent un candidat. Donc, c'est cela. Si nous avons appelé Eric, c'est parce qu'il est le patron d'un parti que nous respectons, les démocrates. Il est vrai que j'ai dit que ce parti n'a pas encore fait ses preuves, mais de par sa configuration, quelques personnes présentes au sein de ce parti, mais nous respectons ce parti politique et avons souhaité que ce parti soit présent, d'autant plus que ce parti a pour chapeau, pas président, mais président d'honneur, l'ancien président Yahi Boni, qui donne sa caution morale à ce parti politique. Lorsqu'on voit la posture de l'ancien président Thomas Boni Yahi, lorsqu'on écoute un peu les déclarations des uns des autres, notamment que le mandat de Patrice Talon prend fin le 5 avril prochain, et qu'on voit qu'il se rend à la Sénat pour déposer un dossier en duo sans les parrainages, est-ce que selon vous, il n'y a pas en dessous une manœuvre politique qui est à ce que, je ne sais pas, peut-être à intenter quelque chose à partir du 6 avril? C'est possible. À voir leur comportement, à voir la posture de ces personnes, de ces personnages, on peut tout imaginer. Et ce qui me surprend, c'est que voilà des gens qui vont déposer leur dossier pour participer à une compétition pour laquelle la campagne commence le 26 mars. L'élection est prévue pour le 11. Et qui seront en pleine campagne électorale le 6 avril, à quelques jours. Et qui disent que le mandat va finir et que celui qui est là n'a qu'à dégager. Quelle est cette logique-là? Si on ne peut pas attendre le 6 pour aller prendre le pouvoir légalement. Je pense que ceux-là sont dans une autre logique, ça fait longtemps,
les élections, ils n'en ont jamais voulu, comme je vous l'ai dit. Les législatives, en passant par les communales, on en est au présidentiel. La logique est qu'on ne veut pas d'élections, sinon je ne vois pas comment on peut constituer toutes les autres pièces d'un dossier et il ne reste que le parrainage et on dit qu'on n'en veut pas. Alors qu'on a déposé, on a dit même qu'on a payé la caution de 50 millions et le parrainage ne vous coûte rien et vous dites que vous n'en voulez pas. Simplement pour que ce dossier soit invalidé, pour qu'on dise qu'on est exclu et qu'on aille dans l'impasse, le chaos souhaité pour redonner la main à qui je vois là, qui sait que c'est le chaos qui va... Redonner la main à qui, selon vous? Mais c'est le président Boni Yahi qui cherche le chaos. Lui cherche le chaos pour qu'on dise qu'on a mis à plat tout et qu'il se donne une certaine vigilité pour revenir. Mais je pense que les gens se trompent d'époque et de pays et qu'ils sachent que tous leurs rêves resteront à l'état de pure virtualité et qui ne vont pas voir ce qu'ils souhaitent là. Le Bénin est solide et je pense que ceux qui tenteront donc de se mettre au travers de la loi subiront les rigueurs de la loi. Subiront les rigueurs de la loi. Alors, nous abordons le dernier point de cette émission. Vous êtes candidat qui soutient le duo Talon-Talata. Patrice Talon qui avait promis faire un seul mandat. Aujourd'hui, il est candidat à sa propre succession. Gérard Gbenonchi, député à l'Assemblée nationale d'une formation politique qui soutient Patrice Talon. Dites-nous, qu'est-ce qui vous rend si admiratif de la gouvernance de Talon? Qu'est-ce qui fait que Gérard Gbenonchi trouve qu'il est opportun aujourd'hui que Patrice Talon revienne au pouvoir? Est-ce que pour vous, il ne faut pas peut-être voir mieux? Est-ce que pour vous, il ne faut pas voir ailleurs? Pourquoi Gérard Gbenonchi reste campé à Patrice Talon? Est-ce la fidélité aux idéaux de l'Union progressiste ou quand même une intime conviction que Patrice Talon est un homme idéal? Merci pour répondre à cette question-là. Je vous pose cette question d'abord. Je sais que c'est vous qui posez la question. Mais comment vous voyez le Bénin aujourd'hui? La physionomie de notre pays. Rien que Cotonou où vous êtes, quand vous circulez, les ruelles, les rues, l'asphaltage, l'éclairage public, quand vous voyez tout cela, ce n'est pas beau? Quand vous voyez que votre pays, le Bénin, est en train d'être cité en exemple dans beaucoup de domaines, dans le domaine agricole, en matière de production de coton, on est premier. Production agricole, on est deuxième au plan africain. Donc, dans plusieurs domaines, on dit que votre pays est en train d'engranger des points. Quand votre pays, à l'approche des élections et présidentielles, va à la quête donc du marché européen, les eurobonds, et enlève des milliards. Est-ce que vous avez jamais vu ça? Qu'à l'approche des élections présidentielles, que des bailleurs acceptent de mettre de l'argent à la disposition d'un État? Non. Ils observent une position attentiste. Mais lorsque les bailleurs acceptent pendant la période électorale, à quelques encablures des élections, de mettre de l'argent, suffisamment de l'argent à la disposition d'un pays, ça veut dire que on a confiance en ce pays désormais, en sa gouvernance, en son mode de gouvernance dans tous les domaines, et que la confiance existe et les bailleurs sont rassurés. Donc moi, je ne soutiens pas Patrice Talon par fidélité à une personne. Parce qu'on dit qu'il y en a parmi vous qui soutiennent Patrice Talon parce que peut-être ils ont des casseroles et qu'ils ne veulent pas se retrouver soit à la criette ou... Non, moi je ne pense pas. En tout cas pour moi, vous me voyez, bon, en tout cas je n'ai pas de casserole, mais je suis admiratif de l'homme à cause de sa rigueur dans la gestion, à cause de son sens d'anticipation, à cause de son sens du beau. C'est un homme vraiment qui est un manager né. Et quand vous avez du plaisir à travailler avec lui, il a de la méthode, de la rigueur dans le suivi. Il est cohérent avec lui-même, il est ambitieux pour son pays. Et cette ambition, il est en train donc de l'amener à exécution, à réalisation, à la réalisation, à la réalité. Donc le Bénin rêvé est en train donc de se révéler au grand jour, au grand bonheur de nous, Béninois. Dans tous les domaines, je ne vais pas me mettre à faire ici le bilan très élogieux et pathétique du gouvernement Talon. Les Béninois le savent déjà beaucoup, mais je dis, l'homme est en train de réussir, comme il avait dit au début de son mandat, qu'il a l'intention d'être porté en triomphe. Je pense que à quelques encablures de la fin de son mandat, tous les Béninois sont unanimes aux yeux sur le plan économique que c'est une réussite. Et je n'ai aucun des opposants. Je ne les vois critiquer le bilan économique de Patrice Talon, mais leur projet de société, c'est la démocratie.
Leur projet de Est-ce que société, vous êtes en train c'est d'insinuer réunir que les Béninois. pour eux, bon, il n'y a pas tellement de choses à dire que Il n'y a pas tellement de choses à dire, il n'y a démocratie. pas du concret. Ils ne sont pas en train de dire que le Parti Talon n'organise pas les élections à bonne date. Ils n'ont pas dit que le Parti Talon a échoué au plan économique et que le Bénin a régressé au plan économique. Le taux de croissance du Bénin plombe le Bénin. Ils ne sont pas en train de dire ça. Mais ils sont en train de parler seulement de la démocratie, de la liberté de parole, des libertés individuelles. C'est ça qu'ils sont en train de parler. Il est vrai que toutes ces choses sont nécessaires, significatives dans un pays, dans une démocratie. Tout est bon, mais quelle est cette démocratie qui ne nourrit pas son peuple? Non, je pense que depuis 1990, de 1960 d'ailleurs, nous avons expérimenté beaucoup de choses dans notre pays. Et depuis 1990, nous sommes en train d'expérimenter la démocratie. Mais si on nous crible, on nous auréole de toutes les gloires, de toutes les panégyriques, et que, in fine, notre pays ne décolle pas dans la gadoue, si sur tous les plans nous sommes en arrière-plan, alors, et qu'on vante notre mérite, qu'on est le phare de la démocratie en Afrique, est-ce que cela vous réjouit? Non, moi, ça ne me réjouit pas. Mais je pense que ce qui est fait depuis 2016 plutôt me réjouit. Et je commence à être fier d'être béninois. Je suis fier quand je sors dans les rues de Cotonou, je vais à Boïcon, je vais à Porto-Nouveau, je vais à Parakou, je vais à Bomé, je vais à Lokossa, je vois tout ce qui se fait dans le pays. C'est pharaonique. On n'a jamais vu ça au Bénin. Et que tout ce qui est en train d'être fait, Maria Greta 1, où on a englouti 40 milliards sans allumer une lampe, mais qu'en l'espace d'un instant, qu'on ait pu avoir Maria Greta 2 et que Maria Greta 3 est actée désormais pour qu'on ait de l'électricité même à vendre. Que l'eau, qui est un projet pour donner de l'eau à tous les Béninois. D'abord 500 milliards de francs CFA, la deuxième phase, 400 milliards viennent d'être bouclés pour donner de l'eau suffisamment à tous les Béninois. Je pense que ça fait rêver. Hein? Donc, Patrice Talon a engrangé des résultats dans tous les domaines et moi je suis fier de ce Bénin, de Patrice Talon aujourd'hui. Et on dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne avec celui-là qui a fait ce travail que je suis en train de voir. Je ne vois pas qui peut le remplacer et faire mieux que lui. Et comme je ne vois pas quelqu'un qui puisse faire mieux que lui, je préfère continuer avec lui pour encore 5 ans. Si celui-là peut faire encore 5 ans à la tête du Bénin, je pense que le Bénin, on va commencer à comparer notre pays à certains pays que nous admirions. À certains pays que nous admirions. 2 petites questions pour mettre un terme à cette émission. La première, dites-nous en tant que soutien du président Patrice Talon, quelle serait votre contribution à sa réélection? Ma contribution, mais c'est de m'investir totalement dans la campagne. Je le suis déjà, vous savez que je suis acteur politique, j'ai ma base, j'ai mon fief. Je travaille tous les jours déjà pour sa réélection, ce n'est pas aujourd'hui. Je suis en train, la réélection est préparée et je continue dans ce sens. Je m'investis totalement pour que, avec tous mes collègues qui sont plus que jamais déterminés pour donner un second mandat à Patrice Talon, tous les députés sont mobilisés, déterminés. Tous les maires de la mouvance sont déterminés, mobilisés. Tous les cadres de la mouvance sont déterminés, mobilisés. Et nos militants sont surchauffés et attendent le mot d'ordre pour qu'on aille à l'assaut donc des urnes pour gratifier le président Patrice Talon et sa colistière d'un second mandat. D'un second mandat. Alors, un mot à l'endroit, vous allez regarder droit dans la caméra, et vous allez dire un mot à l'endroit de vos militants, sympathisants qui sont en train de nous suivre en l'instant. Alors, à l'endroit des Béninoises et des Béninois qui nous suivent à l'instant, je voudrais souhaiter que ces élections présidentielles d'avril 2011 se fassent dans la paix, dans la concorde, pour que nous puissions écrire une nouvelle page de notre pays. L'alternance est souhaitée, mais je pense que en cette année, je pense qu'on ne pourra pas faire l'alternance parce que Patrice Talon n'a fait qu'un mandat et il faut qu'on lui donne un second mandat. Les autres ambitions n'ont qu'à se préparer, s'aiguiser pour 2026. Et mobilisons-nous massivement pour porter Patrice Talon en triomphe à travers les urnes. J'invite à la paix et que vous ne cédiez pas aux provocations. Si on vous provoque, ne réagissez pas. Mais cultivons tous les comportements de paix
et tous ceux qui ont d'autres ambitions pour le Bénin, c'est-à-dire mettre le Bénin sans dessus-dessous, ils ne réussiront pas. Et le Dieu Tout-Puissant, sera des nôtres et leur projet diabolique, machiavélique pour le Bénin ne verra jamais le jour. Merci à vous, Gérard Gbenonchi, chers amis internautes. Très rapidement, on retiendra de cet entretien que notre invité à l'entame a rappelé qu'il s'agit d'une liste provisoire qui a été rendue publique par la Commission électorale nationale autonome Sénat, laquelle liste sera validée par la Cour constitutionnelle après examen et étude. Pour lui, la Sénat a fait un bon travail rigoureux. Le nombre de candidats n'est pas l'expression de l'échec des réformes. On peut avoir 100 dossiers. C'est la finalité qui compte, a déclaré Gérard Gbenonchi au cours de cette émission. Il a rappelé que le duo Talon Talata est soutenu par 5 partis politiques d'envergure nationale, à savoir l'Union progressiste, le Bloc républicain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau IDBN, le Parti du renouveau démocratique PRD, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Il a insisté sur le fait que Boni Yayi n'a jamais voulu d'élection, que ce soit les législatives, les communales et à présent la présidentielle. On a une seule constitution, celle de 1990, qui a été modifiée, a rappelé maintes fois notre invité au cours de cette émission. Constitutionnellement, Patrice Talon est président de la République du 6 avril au 23 mai prochain, a rappelé Gérard Gbenonchi, député à l'Assemblée nationale, membre de la 8e législature actuellement en place au Parlement béninois. La loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est la loi, elle mérite d'être respectée, toutefois qu'elle a respecté la procédure, les procédés inscrits en la matière. Le parrainage est individuel et uninominal, il n'est pas portable, il est quérable, a déclaré notre invité. Gérard Gbenonchi n'a pas parrainé le duo Talon Talata, nous a-t-il confié au cours de cette émission. Tous les partis politiques ont écrit à l'UP, sauf les démocrates, afin d'obtenir le parrainage, a-t-il laissé entendre au cours de cette émission. Kowe Corentin est membre du bureau politique de les démocrates, confère le ministère de l'Intérieur. Ironie Agossa a été accueilli en grande pompe par les démocrates. Alors Gérard Gbenonchi s'étonne de savoir comment on peut estimer que ceux-là sont des marionnettes de la mouvance présidentielle. La suspension est une mesure disciplinaire et ne rime pas avec l'exclusion. Et donc, pour Gérard Gbenonchi, Ironie Agossa et Kowe Corentin sont encore membres du parti Les Démocrates. Il a reprécisé au cours de cette émission ses propos entre ces échanges entre le président Éric Condété, président du parti politique Les Démocrates, le 4 avril dernier à 17h. S'il faut débaucher Éric Condété, ce ne serait pas lui, a-t-il laissé entendre notre invité. Elle ne connaît pas la valeur d'Éric Condété, ça y est bel et bien là, de Rekia Madougou, qu'il autorise à rendre public les captures de ses conversations avec les députés de la mouvance présidentielle qui lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas, que les parrainages avaient été confisqués au niveau des formations politiques. Il a apprécié au cours de cette émission la démarche des démocrates dans la constitution de leur dossier. Boni Yayi cherche le chaos pour que les comptes soient remis à zéro afin qu'ils reviennent au pouvoir, a analysé notre invité. En fin d'émission, il est admiratif de la gouvernance Talon à cause de sa rigueur, son sens du beau, sa méthodologie cohérente et son sens d'anticipation. Pour lui, le Bénin est désormais premier en matière de production cotonnière. Il est deuxième en matière de production agricole. Les espoirs au niveau des eurobonds séduit Gérard Gbenonchi. Cotonou, Porto Nouveau, Lokossa, Bomé, Boyikon, Parakou et bien d'autres villes sont en pleine métamorphose et cela également est très agréable à la vue selon Gérard Gbenonchi. Maragleta 2, Maragleta 3 sont également des choses que Gérard Gbenonchi estime que cela sera concrétisé grâce à Patrice Talon. Les exploits historiques et inédits au niveau de l'accès à l'eau potable sont également des choses qui font que Gérard Gbenonchi a décidé de s'investir personnellement par tous les moyens pour offrir un second mandat à Patrice Talon. Il invite d'ailleurs ses militants et sympathisants à le suivre dans cet idéal. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Absolument excellent. Merci à vous, Gérard Gbenonchi, chers amis internautes. Je rappelle qu'il est député à l'Assemblée nationale, élu issu de la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplaroué, Diakotomé et Koulekamé. Il est président de la commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale du Bénin. Il est membre du bureau politique et responsable de la cellule de formation du parti politique Union progressiste. C'était l'invité de ce dimanche sur ESAE TV. Rendez-vous demain à 7h pour Free Matin. Portez-vous bien et excellente suite de programme sur ESAE TV.